Et dans cette session, voir l'itinérance autrement, initiative innovante au Québec. Découvrez deux initiatives québécoises qui transforment notre façon d'aborder l'itinérance. Nous discuterons de la vision 3 pas de plus et des résultats de la mobilisation autour de cette dernière avec Émilie Fortier de la mission Oldbury, Emmanuel Lafontaine de Mission Bonaccueil et Julie Grenier du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal et plusieurs membres du groupe Synergie. Nous discuterons ensuite de la nécessité d'une approche intersectorielle face à l'itinérance. Marie-André Goud, représentante du ministère de la Santé et des Services sociaux, et Marie-Michelle Rancourt, représentante des groupes communautaires en situation d'itinérance, discuteront de la politique nationale pour mettre fin à l'itinérance du gouvernement du Québec. Bon vendredi à tous. Merci de participer à cette ultime session du 3 jours de congrès. Donc, je suis Julie Grenier parmi les 3 personnes. Pour l'instant, je vais vous présenter donc les 3 objectifs de notre présentation. Donc, présenter le travail inédit de concertation entre plusieurs organismes de la région de Montréal pour proposer des solutions structurantes, donc à partir des politiques et des plans qui sont existants, un travail de collaboration pour proposer des solutions structurantes, évaluer aussi les résultats obtenus par cette mobilisation entre les organismes et dégager les avantages, mais également les leçons apprises de ce type de concertation-là. Donc, on est à l'intérieur de la stratégie de la vision 3 pas de plus pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. Donc, bon matin tout le monde. Émilie Fortier de la mission Oldbury. Donc, une petite mise en contexte de comment s'est développé ce, je dirais projet, mais c'est pas vraiment un projet, cette vision-là. Merci. On est dans un contexte de début de pandémie. On panique carrément. La ville panique, le réseau panique. On est vraiment tous débordés. On a la chance d'être dans des organisations qui ont les moyens peut-être de contribuer à soutenir ceux qui sont dans l'espace public, entre autres. Donc, on est tous en train de fermer nos portes. Il y a des gens dehors, il pleut, il fait froid, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'aide alimentaire, il n'y a plus d'hébergement d'urgence qui accepte des nouvelles personnes. Donc, chaque organisation, au départ, principalement avec la mission Bonaccueil et la mission Oldbury, on ouvre et on ferme environ une dizaine de sites là, en très, très peu de temps, avec des financements qui ne sont pas récurrents. En fait, des financements qui ne sont pas confirmés. On ne sait pas le nombre de places. Il y a la ville qui court partout pour aller nous trouver des arénas, des hôtels. On essaie de leur expliquer comment gérer des punaises, comment on va faire pour avoir les chiens, des couples. On n'a jamais fait ça, les couples. Les gens qui sont dans l'espace public, on les connaît, mais en hébergement d'urgence, pas tant que ça. Soudainement, il y a des jeunes dans nos ressources. Il y a du monde qui font des surdoses. Oui, on avait des surdoses dans nos ressources, puis on avait des consommateurs, mais pas tous dans le même endroit en même temps. Avec tout ça, avec des intervenants pas formés qu'on a embauchés la veille, qu'on a dit, voici ce qu'on souhaite. Bonne chance, mon cellulaire, s'il y a quelque chose. Des agents de sécurité qui sont aussi pas formés en itinérance, qui ont une approche un peu différente de la nôtre. Donc, c'est vraiment chaotique. Puis, on est épuisé. On veut, mais nos équipes sont épuisées, les usagers sont épuisés. On est complètement déboussolés. On sent le soutien du réseau de la santé, de la ville, mais on n'est pas capable vraiment de s'organiser, puis on ne sait pas ce que demain matin nous réserve. Puis je pense qu'il y a 1 ou 2 téléphones où moi et Emmanuel, on se parle, puis on se dit « Hey, c'est pas ça qu'ils m'ont dit, la ville. Hey, c'est pas ça qu'ils m'ont dit, le CIS. » Puis tout le monde est en réaction. Donc on se dit « Hey, c'est quoi? Oui, on va commencer à planifier la fermeture de certains sites, mais c'est pas vrai qu'on va les mettre à la rue. Qu'est-ce qu'on veut, en fait? » Et là, on se réunit avec quelques organismes. Voilà, j'ai dit ça. Fait qu'on est passé de 900 à 1600 places en très, très, très peu de temps. Mais il y avait toujours la menace de fermer, si on veut, des sites. On comprenait pourquoi, parce qu'il fallait se réorganiser, mais éventuellement, il a fallu s'organiser pour savoir qu'est-ce qu'on veut pour la suite. Donc, on a rassemblé quelques... C'était très, très instinctif
comme processus, c'est-à-dire comme, hey, on peut-tu se parler, moi ça va pas, je sais pas comment faire sur mes équipes, toi, comment qu'on va fermer ça, comment qu'on va coordonner ça, je suis pas capable d'assumer que je vais juste fermer une aréna, puis que les gens vont se ramasser dehors. Donc, et juste avant la pandémie, on avait ouvert aussi un site dans un ancien hôpital qui est en train de nous tomber dessus, là. Donc, il fallait aussi déménager ces personnes-là. Donc, on n'a pas fini l'hiver, la pandémie est arrivée. C'est vraiment... On essaie, on veut, ça fonctionne. On est extrêmement efficace avec la combinaison ville-réseau communautaire. Il y a quelque chose qui se passe, puis tu es comme, ah, on est capable d'être bon, on est capable d'être efficace, d'être agile, pour utiliser le mot qui a été surutilisé à cette période-là. Donc, on va se parler. Donc, on s'est réunis avec plusieurs partenaires pour essayer de voir c'était quoi notre vision, en fait. Ça l'a donné un pas de plus. En juin 2021, qui étaient en fait des principes, qu'on va vous expliquer un peu plus tard, mais des principes plutôt axés sur l'urgence. Donc, on veut que ça soit 24/7, c'est hors de question qu'on mette les gens dehors le matin, c'est fini cette gestion-là, on n'en veut plus, ça ne fonctionne pas. Accepter les animaux, accepter les couples. Donc, on a commencé à intégrer comme qu'est-ce qu'on voit pour Montréal pour la suite. Donc, le temps passe un petit peu. Et là, on sent le besoin d'arrimer ça, si on veut, davantage avec les autres, tout l'ensemble du continuum en itinérance, donc autant avec la santé urbaine que certaines préoccupations plus au niveau du logement. Puis, finalement, on a fait une mise à jour en 2023 les choses se sont stabilisées. On a fait des apprentissages, principalement, de mon point de vue, le plus gros apprentissage, c'est que je vois mes collègues là, des autres ressources qui sont citées, qui sont ici, c'est que j'ai des numéros puis que je sais que s'ils se font parler de la mission, ils vont être capables de prendre le relais de la mission. Puis si on me parle de mission Bon Accueil, je suis capable de dire non, c'est pas ça sa vision, parce que notre vision, on s'en parle de façon régulière. Donc, on a développé un pas de plus, 3 pas de plus. Il y a eu la mise à jour en 2023. Et toujours basé quand même sur des politiques ou des visions qui existent déjà, que ce soit de la ville ou du réseau de la santé. Donc, vraiment dans le même esprit de collaboration, puis dans l'idée que chacun a son rôle dans ce mécanisme-là, avec des objectifs que vous voyez ici, réduire l'itinérance, adresser des populations qui ont des besoins un peu plus complexes, adresser la prévention aussi, qui est un thème que plusieurs organisations travaillaient depuis de nombreuses années, mais qui a pris davantage de sens dans les 2 dernières années, je dirais, au niveau de l'hébergement d'urgence principalement, puis en fait de la diversion, puis comment pas encourager. Puis dans la crise du logement, évidemment, là, ça vient faire encore plus de sens. Et surtout, comment qu'on peut ensemble, je ne veux pas dire forcer, mais s'entendre sur qu'est-ce qu'on s'attend au niveau du réseau de la santé, qu'est-ce qu'on s'attend, puis qu'est-ce qu'on s'attend au niveau du financement. Donc, c'est ça pour les ratios, la durée, la façon qui tombe, comment on peut mieux coordonner le tout pour que ça soit plus efficace. Emmanuel, je te laisse expliquer les visions. C'est correct, on va les faire. Donc, bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, Emmanuel Lafontaine, comme il a été présenté tantôt. J'ai le privilège de servir ceux qui servent à Mission Bon Accueil depuis 15 ans. Comme Émilie a dit, la pandémie, le cataclysme que je pense qui a touché tout le monde, pour nous, à travers la vision 3 pas de plus, est devenu un catalyseur. Donc là, tout le monde me regarde, je sens un sérieux dans la place. J'aimerais faire un petit quelque chose parce que je pense que dans un contexte de guerre, vous entendez tout ce qui se passe dans les médias, je ne suis pas le seul certainement, que ce soit en Ukraine ou avec ce qui se passe en Israël. Prenons 2 minutes, puis j'aimerais que cette présentation-là qu'on fait ensemble, qui va vous parler d'une vision de 3 piliers, que je vais vous parler rapidement, que vous vous souvenez d'une chose. Et on va le nommer ensemble, si vous permettez. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais lever comment on peut dire ça? Un mouchoir, hein? Mouchoir. À chaque fois que je vais lever, j'aimerais ça qu'on dise ensemble. OK? 1, 2, 3. Ensemble. Parfait.
Donc, ensemble, c'est parce que ça nous a amené à travailler ensemble. J'aimerais saluer Catherine Giroux qui est là, du CIUS, et Joséphina qui représente la ville. Là. Donc, c'est tout le monde qui a travaillé, et tout le monde est témoin du travail ensemble qu'on a dû faire, et qu'on a dû s'asseoir, se parler. Et le premier pilier qu'on a regardé, c'est que, puis je vous mets en contexte, on est dans un hôtel, il y a 12 étages, là, il y a 12 étages, et on doit sortir 380 personnes à 7 heures le matin. Comprenez que on a réfléchi, puis on dit comment on peut, il y a des gens en mobilité réduite, des personnes âgées, qu'on doit réveiller le matin, puis sortir 380. Le 25 décembre, il y a eu un feu, là. Comprenez que le matin, on doit sortir les gens. Donc, on s'est dit non, on doit avoir des services 24/7. Donc, le premier pilier, c'est d'arriver à avoir des services 24/7 qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que ça coûte cher, mais on a ça aujourd'hui et on a travaillé sur l'autre pilier. L'autre pilier, c'est avoir littéralement du financement et de l'accompagnement pour les personnes vers le logement et pour les cas complexes. Donc, on a réussi à avoir ça. Par la suite, le troisième pilier, c'est l'accès coordonné. L'accès coordonné, certains aiment ce nom-là, d'autres ne l'aiment pas, mais, et qui a souvent été vu, l'accès coordonné, comme un système, alors que l'accès coordonné doit être une façon où on apprend à se parler, qu'on ait le même langage. Et on est dans les débuts, on va travailler fort, on a encore beaucoup de travail. J'ai appris beaucoup à travers la conférence, et je sais que tout le monde a appris, et c'est le moment. Donc, yes, vous êtes là, c'est bon. Donc, ensemble, on a littéralement démontré, depuis 2016, pour ceux qui ne connaissent pas, je vois des représentants de PLM là, placer ensemble 740 personnes. C'est un travail qu'on a fait, des cartes d'organisation ensemble, on s'est mis ensemble et on a travaillé ces 740 personnes qui ont été placées en logement. C'est pas beaucoup, vous regardez les chiffres. C'est sûr qu'on peut faire plus, mais ensemble, on a démontré qu'on est capable, lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on parle le même langage, qu'on peut placer des personnes et accompagner des personnes en logement. Donc, PLM est une preuve qu'ensemble, on a pu placer 740 personnes. Et par la suite, parfois, certains programmes prennent trop de temps. Donc, les gens ont le temps de devenir dans l'itinérance chronique. Donc, pendant la pandémie, ensemble, toujours, on a parti un programme qui s'appelle Bienvenue. Donc, Bienvenue est, excusez-moi l'expression, mais le McDonald's du placement en logement. Donc, c'est très rapide. Donc, l'accompagnement est un peu moins long, mais en 4 mois, on paye 4 mois de loyer, par exemple, etc. Donc, on donne le kit de départ, etc. Donc, on a réussi à avoir du financement pour placer à ce jour 328 personnes. Et je suis content de vous dire qu'ensemble, on a été capable de maintenir un taux de 85 % où les gens sont restés en logement. Presque maintenant 2 ans plus tard. C'est merveilleux ce qu'on peut faire. Ensemble. Oui, c'est ensemble. Ensemble, si on se met ensemble, on a réalisé qu'on est beaucoup plus fort. On a réalisé qu'on peut avancer beaucoup plus vite, mais en même temps, être coordonné. Donc, être coordonné, c'est d'avoir le même langage, c'est d'être capable de comprendre et s'ajuster aux besoins actuels. Donc, vous voyez que les choses changent. Tout change depuis la pandémie, tout a changé. On ne peut plus fonctionner comme avant la pandémie. Si vous allez sur le site du MMFIM, vous allez voir qu'ensemble, c'est 491 personnes qui ont été accompagnées vers le logement à travers les organismes membres du MMFIM. Et je vous encourage à aller sur le site du MMFIM et voir, il y a des travaux de recherche qui a été fait par Carlos du mouvement. Et prenez le temps de lire ça. Prenez le temps de lire le travail qui est fait, toujours avec un travail collectif ensemble. Et on a calculé que c'est 5 nouvelles entrées en logement par année pour fermer un lit d'urgence. C'est un calcul rapide qu'on a fait. On doit encore réfléchir à travers les travaux d'accès coordonné qu'on a mis sur la table. Mais par année, c'est 5 personnes qui peuvent avoir un lit. Donc, on est dans un temps où il faut accélérer et on a appris des leçons
avant et après la pandémie, pendant tous ces sites-là qu'on a ouverts, ces façons de faire-là, depuis 2 ans, on est à l'Hôtel Dieu de Montréal, avec 6 étages, donc 186 personnes. On a appris à travailler, encore une fois, ensemble, et on croit qu'on ne peut plus ne pas travailler ensemble. C'est pas possible. Et je vous le dis, j'encourage chaque personne ici aujourd'hui à réfléchir à travers cette conférence-là, où 1700 personnes sont ensemble pour réfléchir à trouver une solution pour... c'est un gros mot, mettre fin. Je ne pense pas que ça va être possible de mettre fin, mais je pense qu'en travaillant ensemble, on va accélérer le processus. Et les gains qu'on a eus, c'est, premièrement, on a la reconnaissance de l'expertise du terrain. Maintenant, lorsqu'on s'assoit et lorsqu'il y a un problème, on peut s'asseoir avec des personnes et on est écouté, on se sent plus écouté. Il y a une reconnaissance de l'expertise du terrain et on est maintenant ouvert 24/7. Pas tout le monde encore, mais on a eu le fait d'avoir 24/7 où, quand on est 24/7, parce que c'est dur d'appeler un propriétaire à minuit pour dire « je veux un logement ». Il faut que ça se fasse dans le jour. Donc, si tu mets la personne dehors à 7 heures du matin, comment la personne va faire ses démarches pour trouver un logement? Donc, on sait que le fait d'avoir, dans la majorité des services d'urgence maintenant, des services 24/7, les choses vont s'améliorer. Il y a plusieurs vagues de PSL qui ont été distribuées. Ça, c'est un gain encore. Après ça, le langage commun commence à prendre place. T'sais. On a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'il y a tellement d'accroches. Je ne sais pas pour vous, dans votre territoire, où est-ce que vous êtes, mais il y a tellement d'accroches. Si je vous dis PSL, ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Si je vous dis ERL, ça vous dit quoi? Donc, on s'est développé un langage où souvent, on ne comprend rien, à moins qu'on soit habitué, mais il faut se parler pour comprendre le langage de quoi on parle. Après ça, on a mis en place des conditions pour le développement de l'accès coordonné. Ce n'est pas terminé, mais on a compris qu'ensemble, c'était important de bien s'arrimer. Et je vous le dis, ensemble, un peu plus fort, s'il vous plaît. Ensemble, des résultats. C'est ensemble que ça se fait. Je ne vous achale pas plus, mais souvenez-vous, il y a un mot à retenir aujourd'hui. Merci. On va continuer ensemble. Il y a des défis qui sont toujours présents. Je pense qu'Emmanuel l'a bien évoqué. Puis, il faut le voir de façon constructive. Je vais faire une petite déclaration. Le Ensemble est tellement fort à Montréal que moi, j'ai commencé cette crise-là en étant du côté du CIUS. Je la poursuis dans une collaboration avec les organismes. La vie change. J'ai ma collègue ici, Cynthia, qui, elle, c'était l'inverse. Elle était du côté du mouvement. Elle est rendue avec le CIUS. Donc, le Ensemble, il est fort à Montréal quand même. On va se le dire. C'est ça. C'est toutes des vases, qui sont connexes, mais ça permet ça aussi de continuer ensemble. Alors, évidemment, les défis demeurent présents, même si on a beaucoup progressé. On le sait, on est dans un plan intersectoriel, mais bon, est-ce que nos financements arrivent, vraiment à l'aide pour permettre d'actualiser de façon très fluide et très productive toute cette belle approche? C'est pas encore parfait, mais ensemble, on va continuer à travailler là-dessus. Les travaux sur l'accès coordonné, je pense qu'Emmanuel a bien mis la table. C'est quelque chose qui était pour les organismes qui sont membres du mouvement depuis longtemps une vision affirmée, un rêve. Maintenant, c'est presque une réalité en train de devenir pour 2 raisons. C'est qu'il y a un appel à projet qui est en cours et qu'il y a aussi un travail de terrain qui s'est fait, qui met la table aux conditions qui vont n'être que facilitantes le moment venu. Et évidemment, on a parlé beaucoup des différents, de la complexité aussi des nouveaux visages qui se sont présentés dans cette crise-là. Quand on parlait tout à l'heure je pense qu'Émilie le disait de façon éloquente, c'est toutes sortes de nouvelles personnes aussi qui voyaient affluer dans les hôtels. Ça amène des défis aussi de concertation, évidemment. Oui, il y a le logement, mais il y a l'accompagnement de ces gens-là se complexifie aussi. On a des défis importants
d'accompagnement très, très, des fois pointu, très différent aussi d'une personne à l'autre. Alors, évidemment, on connaît la complexité de nos systèmes. On a du travail encore à faire, que ce soit au niveau d'arriver des services en dépendance, en réduction des méfaits, notamment à cet accompagnement-là. Évidemment, c'est un grand territoire, Montréal. On a plusieurs CCCIUS, donc à chaque endroit aussi, il faut continuer d'approfondir les façons de collaborer sur le terrain entre les organismes. Puis, ici, comme ailleurs, comme chez nous, comme ce qu'on voit ici à Halifax, comme ce qu'on voit dans les différentes régions du Québec, évidemment, il y a toute la réalité des campements. Et ça, on est encore en train de se creuser la tête parce que ça nécessite une forme différente aussi de réponse en urgence. C'est des gens qu'on ne voit pas nécessairement dans les ressources d'urgence qui sont la porte d'entrée. Alors, cette porte d'entrée-là, il faut la gérer différemment. Fait que ça fait partie des défis qui demeurent. Et Émilie me soufflait à juste titre à l'oreille aussi tout à l'heure dans les gains ou les choses qui sont arrivées. On a parlé des PSL, on a parlé, Emmanuel nous parlait des résultats d'accompagnement en logement. Bien, il y a eu des formes inédites aussi, comme quand on parlait du programme Bienvenue tout à l'heure, qui était l'accompagnement un petit peu plus rapide. Bien, c'est de l'innovation qui a été faite ensemble, encore une fois, avec le réseau pour dire, bien, il faut aussi qu'on se réponde, donc, avec l'espèce de grande étude de cas terrain que permettait la pandémie, mais ça a permis de façon, en toute connivence, là, d'arriver à des nouvelles formes de financement qui, aujourd'hui, on voit atterrir de façon formalisée, tranquillement, dans les nouveaux budgets. Fait que, tout ça est dire que quand on dit qu'une crise est souvent une opportunité, je pense qu'on en a eu la grande preuve. Donc, oui, on a encore des défis, mais on a assurément fait beaucoup de chemin. Donc, sur ce, est-ce qu'on prend les questions maintenant? Non, c'est à la fin. Alors, on va céder la parole à nos collègues ensemble du ministère et du RIST. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Marie-André Gourde, coordonnatrice au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, gouvernement du Québec. Bonjour, moi c'est Marie-Michel Rancourt, je suis organisatrice communautaire au réseau Solidarité et Itinérance du Québec. Avant de commencer la présentation, je vais quand même vous mettre en contexte au cas où vous connaissiez pas, voyons, comment on dit ça? Vous avez compris? Désolée pour la traduction. Le contexte un peu au réseau, au Québec. Le réseau, dans le fond, regroupe 15 concertations régionales sur tout le territoire québécois. Donc, nous, on est un regroupement national, d'où le pourquoi on est souvent en discussion avec le ministère là, de la Santé et des Services sociaux. Donc, ça nous fait plaisir aujourd'hui de venir parler un peu là, de tout l'historique, de comment on traite l'itinérance au Québec pour arriver à des résultats qui sont parfois là, bien et parfois remplis plein de défis encore, évidemment. Fait que on va vous partager là, nos réalités. Les objectifs de la rencontre, c'est de vous parler là, vraiment de la collaboration entre le gouvernement et les organismes communautaires au Québec, puis comment c'est construit des outils, des leviers pour être capable de travailler ensemble. Ensemble, est-ce que j'ai dit ensemble? Ouais. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Et ou sinon ça va, je vais essayer de ne pas leur dire. Et aussi, parce que je ne voudrais pas voler votre couleur, là, à un moment donné. Il y a une deuxième chose aussi qu'on veut dans notre présentation, c'est de démontrer que cette collaboration, comment cette collaboration-là s'est actualisée dans les documents ministériels finalement, qui sont des outils, oui, pour le ministère, mais pour le milieu communautaire aussi. Fait qu'on va vous raconter la belle histoire du Québec, des collaborations qui se sont faites dans le Québec. Au terme de la rencontre, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est pas ensemble, c'est les conditions de succès pour arriver à cette collaboration-là. La première, c'est de prendre le temps, quand on veut collaborer, de se définir une vision et des définitions communes.
C'est super important parce qu'il faut parler de la même affaire pour être capable de se rendre là où on veut aller, évidemment. Le deuxième, c'est le respect des missions de chacun. Nous, on est un regroupement d'organismes communautaires. Eux, c'est le ministère. On a des missions qui sont le ministère. On est des organisations qui sont complètement différentes. On travaille, nous, pour défendre les droits des personnes en situation d'itinérance, s'assurer que les organismes qui travaillent avec eux aient le financement, le financement aussi qui répond à leur vision, à leurs valeurs. Donc, parfois, on n'a pas la même idée sur les sujets, mais c'est pas grave, on est capable de collaborer parce que notre objectif final est le même. Et la dernière chose que je vous dirais, mais on va reparler aussi des conditions de succès à la fin, mais c'est de créer un lien de confiance. C'est super important parce que si on ne se fait pas confiance, on ne peut pas collaborer. Donc, c'est ça pour les objectifs de la rencontre. On va vous parler du contexte, des orientations en itinérance au Québec, puis des conditions de succès, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Alors, je me lance pour vous présenter la genèse de nos travaux en itinérance au Québec. Pour notre part, ça va être solidarité. Okay, on vient de décider ça, là, on fait de la compétition à nos collègues. Mais blague à part, je tiens à saluer la présentation de nos collègues qui ont été au rendez-vous, il faut le dire, durant la COVID. Vraiment, je tiens à saluer votre présentation et le travail des dernières années autour de la COVID, où vous avez été agile à répondre rapidement aux besoins des personnes en situation d'itinérance. Maintenant, j'en viens à vous présenter les orientations en itinérance. Hein. Les documents d'orientation qui ont été élaborés ne datent pas de plusieurs années, contrairement, par exemple, au niveau de la dépendance ou de la santé mentale. C'est assez récent, les documents d'orientation qui ont été rédigés au niveau du gouvernement du Québec pour l'itinérance. Le premier document d'orientation, c'est un cadre de référence en itinérance qui a été rédigé en 2008. Ce cadre de référence-là, les travaux ont été pilotés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et notre objectif à ce moment-là, c'était de s'assurer justement de bien circonscrire, définir ce qu'est l'itinérance pour nous au Québec et s'assurer aussi de cibler les grands objectifs sur lesquels agir pour prévenir l'itinérance et aussi s'assurer de la réduire. Un des constats qu'on a rapidement fait lorsqu'on a travaillé sur ce document-là, c'est qu'évidemment, le ministère de la Santé et des Services sociaux a un rôle clé à jouer au regard de la question de l'itinérance, mais de toute évidence, il ne peut pas agir seul. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 2008, le ministère de la Santé a interpellé ses différents partenaires interministériels, les organismes gouvernementaux, pour mettre en place une première table interministérielle en itinérance. À l'époque, on avait 10 ministères et organismes gouvernementaux qui siégeaient à cette table interministérielle. Aujourd'hui, la table interministérielle inclut 23 ministères et organismes. Ce n'est pas uniquement une table interministérielle en itinérance, mais elle regroupe aussi les partenaires qui se préoccupent de la santé mentale. Et on est présentement en réflexion pour pouvoir justement ajouter nos collègues du côté de la dépendance pour s'assurer d'avoir une vision bien intégrée autour de ces différents enjeux-là connexes. Autre élément très important autour de la question de l'itinérance, ça a été en 2008, la commission parlementaire qui a lieu où nos différents élus au pouvoir à l'époque ont convenu d'un commun accord justement de faire le point sur la question de l'itinérance. Le constat était que le phénomène était en hausse, il se complexifiait. Donc, ce que souhaitaient faire nos élus, c'est de pouvoir émettre des recommandations sur la question de l'itinérance pour prioriser les actions sur lesquelles agir. On a la chance aujourd'hui d'avoir le président de cette commission-là, M. Geoffroy Kelly, que je tiens à saluer, qui a mené ces travaux-là de main de maître. La commission parlementaire s'est déplacée à Québec, Montréal, Trois-Rivières, Gatineau. Les élus sont allés voir les personnes en situation d'itinérance sur le terrain. Ils se sont déplacés dans les organismes communautaires. Ils ont entendu 104 regroupements, personnes. Il y a 145 mémoires qui ont été déposées. Et à la lumière de ces différents commentaires qu'ils ont reçus, observations qu'ils ont pu faire, ils ont rédigé un rapport qui incluait 33 recommandations. Je tiens à le souligner, ce rapport-là est toujours autant d'actualité aujourd'hui. Le rapport émettait des recommandations sur plusieurs thématiques. La question de la surveillance de l'itinérance, l'importance d'avoir des données à jour, sur la question du logement, de la santé des services sociaux,
mais aussi, il mettait l'accent sur la question de la gouvernance. Et je pense que c'est un enjeu encore d'actualité. Hein? On entend les gens se relancent la balle. C'est pas ma responsabilité, c'est la tienne. Alors, évidemment, ces réflexions-là qui se passent parfois à un haut niveau, au niveau du gouvernement, au niveau ministériel, entre les villes, les CIUS, ça a nécessairement des impacts sur les personnes en situation d'itinérance. Donc, ce que nous a recommandé la Commission de la santé et des services sociaux, c'est de nommer un leader, une organisation qui va s'assurer d'avoir une cohésion, une concertation au niveau gouvernemental pour qu'on s'assure d'avoir une vision commune puis qu'on s'en aille tous dans la même direction. Alors, il y a eu de multiples discussions, tant au niveau politique à l'époque qu'au niveau administratif, pour savoir qui allait être ce leader au niveau du Québec. Parce que ça aurait pu être la Société d'habitation du Québec, qui a un rôle clé au niveau de l'habitation. Ça aurait pu être aussi le ministère des Affaires municipales. Hein, on le voit dans les autres provinces du Québec, où les villes jouent un rôle central autour de la question de l'itinérance. Ça aurait pu aussi être le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui pilote le plan de lutte à la pauvreté, et évidemment qui a des leviers significatifs au regard de la prévention. Finalement, après de multiples discussions, il a été convenu que ce serait le ministère de la Santé et des Services sociaux qui allait coordonner l'action gouvernementale autour de la question de l'itinérance. Évidemment, ça ne signifie pas que c'est au ministère de la Santé de porter l'ensemble des mesures qui doivent se faire au niveau de l'itinérance, qui doivent être responsables de l'ensemble des actions qui sont portées, qui sont réalisées. Mais nécessairement, ce que ça signifie, c'est qu'on doit mobiliser tous les joueurs et s'assurer qu'ils sont au rendez-vous pour assurer une réponse concertée autour de l'itinérance. Par la suite, une autre chose qui était recommandée par le rapport de la Commission, c'est de mettre en place une politique nationale de lutte à l'itinérance et un premier plan d'action interministériel dans les meilleurs délais pour s'assurer justement qu'on offre une réponse rapide aux besoins de plus en plus criants sur le terrain. Le premier plan d'action interministériel, hein, ça fait du bruit hein, quand je parle. Le premier plan d'action, mes excuses pour vos oreilles. Le premier plan d'action interministériel en itinérance qui a été élaboré en 2009, un des éléments forts qu'on a souhaité mettre en place, c'est de s'assurer que non seulement il y ait une coordination intersectorielle forte à l'échelle nationale, mais que cette coordination-là se décline également à l'échelle régionale. C'est donc en 2009 que les premiers comités directeurs intersectoriels en itinérance ont été mis en place. Au départ, c'était 4 projets pilotes dans 4 régions différentes, mais par la suite, ces différents comités directeurs intersectoriels se sont élargis plus largement dans les différentes régions du Québec. Par la suite, bien, il y a eu un changement de gouvernement qui a souhaité mettre en place une politique nationale en itinérance, une politique nationale qui était réclamée depuis de nombreuses années par les groupes communautaires. Donc, c'est notamment cette politique-là qu'on va vous présenter au cours des prochaines diapositives. Puis moi, j'ajouterais ici que ce qui est vraiment une force dans cette politique-là, c'est que le milieu a été écouté dans la rédaction de la politique. Ce qui nous donne un levier vraiment intéressant. Puis quand je disais au début qu'il faut parler le même langage, ce qu'il y a dans la politique, les groupes communautaires sont pratiquement d'accord avec 100% de ce qu'il y a dedans. Donc, ça nous donne un levier pour dire, n'oubliez pas, dans la politique, donc nous, on peut l'utiliser. Puis, en même temps, une politique, les ministères doivent la suivre. Puis là, ce qui est beau, c'est que le plan d'action qui en découle est interministériel. Fait que nous, quand on interpelle les ministères en disant « il faut aussi que vous soyez assis à la table », vous avez l'obligation d'y être. Ça nous donne vraiment des leviers intéressants. Puis ça fait en sorte aussi que ça nous donne des opportunités pour parler avec les autres ministères. Dernièrement, on a participé à un café-rencontre, justement, où on animait pour parler de l'itinérance, qui nous fait entrer en contact avec plein d'acteurs importants dans la réponse aux besoins des personnes. Donc, c'est ça. C'est la beauté là, de ces outils-là que le Québec s'est donné. Exactement, parce que pour nous, c'est important que les organismes communautaires, les grands regroupements puissent avoir un accès direct à l'ensemble des ministères membres de la table interministérielle. Quand on dit justement qu'on est des leaders au niveau de l'action gouvernementale en itinérance, ça fait partie de ça. S'assurer de mettre les groupes en lien avec les différents ministères, faciliter ces communications-là pour s'assurer justement qu'ils puissent disposer des meilleures informations possibles sur la réalité du terrain pour prendre des bonnes décisions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la politique nationale de lutte à l'itinérance était réclamée par les groupes communautaires depuis 2006.
ils avaient mis en place une plateforme de revendication qui a largement inspiré la politique qu'on a aujourd'hui. Elle a donc été co-construite avec les groupes. Et vous pouvez voir là, dans la diapo que vous voyez, c'est différentes modalités de consultation qui ont été mises en place. Et je vous dirais que c'est la façon usuelle pour le ministère de travailler. Donc, de mettre en place des comités d'experts qui nous alimentent. On n'est pas des experts de l'itinérance. Il y a de multiples experts au Québec. Donc, on se fait alimenter par ces experts qui proviennent du terrain, du milieu communautaire, du milieu intersectoriel, du milieu scientifique. On a évidemment aussi des gens qui ont un vécu expérientiel qui nous soutiennent dans les prises de décision. Pour l'élaboration de la politique, on a également tenu un large forum où il y avait 140 représentants de différents horizons qui sont venus nous alimenter. On a consulté également les Premières Nations et les Inuits, de même que les villes de Québec et Montréal, puisque le gouvernement du Québec a des ententes spécifiques avec ces deux villes où elles se doivent d'être consultées de façon particulière. Cette politique nationale de lutte à l'itinérance est le fruit d'une vaste consultation, mais d'une vaste mobilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une politique ambitieuse, hein, contrairement à un plan d'action interministériel, par exemple, qui a une durée de vie. C'est une politique qui est sur du long cours. Et un des éléments centraux de la politique, c'est qu'elle souhaite changer la norme sociale actuelle. Le constat, c'est que trop souvent, dans une société aussi riche que la nôtre, ça ne devrait pas exister, on tolère l'inacceptable. On tolère les personnes en situation d'itinérance. Ce qui est venu dire notre introduction, c'est que lorsqu'arrivent les périodes froides, la population est sensible et préoccupée par rapport aux personnes en situation d'itinérance, mais que malheureusement, le reste de l'année, on le tolère. Donc, ce qui est venu dire la politique nationale de lutte à l'itinérance, c'est qu'il faut absolument changer cette norme sociale-là. Et la politique est venue également reconnaître que le gouvernement du Québec, a une responsabilité très claire au regard de la question de l'itinérance, et notamment qu'il faut agir sur les inégalités sociales et économiques, et ça revient au gouvernement du Québec d'agir sur ces aspects-là. Mais il ne peut pas agir seul, ceci dit, au regard de la question de l'itinérance, et c'est un appel à une mobilisation collective qu'est venue faire la politique nationale à l'itinérance. Solidarité. J'avais le goût de dire ensemble, là, mais Donc, au niveau une des étapes, évidemment, quand est venu le temps d'élaborer la politique, ça a été d'avoir une définition. Dans ma tête à moi, c'était la partie facile. J'étais pas vraiment... Naïve. C'est ça, exactement. J'étais totalement naïve. Évidemment, si vous le savez autant que moi, c'est un phénomène des plus complexes. C'est pas nécessairement si simple que ça de choisir les bons termes pour rendre justice justement à cette réalité-là. Ce qu'on a souhaité mettre de l'avant dans notre définition, c'est le fait que l'itinérance est un processus de désaffiliation sociale. C'est pas juste un enjeu au niveau de la perte du logement, c'est aussi un enjeu au niveau des liens sociaux. Et justement, c'est cette incapacité-là de maintenir à la fois un logement, mais de la difficulté au niveau de maintenir des rapports aussi fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté. Et c'est pas tout d'avoir un logement, il faut que celui-ci puisse être sécuritaire, adéquat, salubre. Donc, c'est une définition qui est difficile à opérationnaliser, on ne se le cachera pas, notamment lors d'un exercice de dénombrement, entre autres. Ceci dit, pour nous, c'est ce qui témoigne de la réalité de l'itinérance. Ce n'est pas un processus linéaire, comme je l'évoquais tantôt, c'est un processus complexe. Et je salue le travail, notamment, plusieurs d'entre vous le connaissez, de Michel Simard, qui nous a soutenus dans l'élaboration de cette définition. Et pour les groupes communautaires, ben c'est une force d'avoir une définition comme ça parce que nous, on utilise en général une approche globale quand on intervient auprès des personnes. Donc, on va parler de revenus, d'éducation, d'accès aux soins de service, nommez-les dans le fond, puis ça reconnaît ça. Donc, on parle de la même chose. Il reste des défis encore dans comment ça se déploie sur le terrain, quand il y a du financement qui arrive, mais au final, on part de la même base, puis on peut des fois se dire, OK, ben on va se reconnecter avec notre définition, on va essayer de travailler vraiment sur tous les facteurs, parce que ce n'est pas qu'un problème de logement, comme Marie-André vient de le dire.
Puis je vous dirais qu'on l'utilise fréquemment, hein, cette définition-là, au rapport avec les partenaires interministériels. Plusieurs d'entre vous le savent certainement. On a, entre autres, avec la Régie d'assurance maladie du Québec, un processus allégé pour les personnes en situation d'itinérance. Quand est venu le temps de discuter de cette mesure-là et de sa portée, hein, on a dû s'entendre sur ce qu'était une personne en situation d'itinérance. Qui a droit à ce processus allégé-là? C'est un processus, c'est un privilège, puisque, évidemment, on ne doit pas tenir compte des façons de faire usuelles. Mais pour nous, c'est important, justement, d'avoir une approche globale. Puis c'est la même chose au niveau des PSL. Hein. Tout à l'heure, on l'évoquait, notre fameux jargon, là, le programme de supplément au loyer. On en a pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, pour nous, c'était aussi important, une fois de plus, de s'assurer qu'on soit inclusif par rapport aux personnes qui pouvaient y avoir accès. Donc, cette définition-là paraissait un peu banale et facile au départ, mais une fois qu'on comprend sa portée, ses impacts à long terme, c'est important de s'y attarder. C'est la clé de la collaboration. Ouais. Maintenant, rapidement, les axes de notre politique, les axes d'intervention prioritaires, nous en avons identifié 5. Donc, l'axe du logement, l'axe des services de santé, des services sociaux, le revenu, l'éducation, l'insertion sociale et l'insertion socio-professionnelle, de même que la cohabitation sociale et les enjeux liés à la judiciarisation. Ces axes-là sont d'une très grande importance puisqu'ils influencent maintenant les plans d'action interministériels qu'on met en œuvre. Donc, on s'assure que les plans d'action qui ont suivi la politique nationale en itinérance, qui nous soutiennent pour s'assurer de son implantation sur le terrain, prennent en compte ces 5 axes d'intervention prioritaires qui doivent nécessairement venir également avec des conditions essentielles de succès, où on parle de coordination et de concertation, où on parle de formation disponible pour les intervenants, qu'on s'appuie également sur de la recherche et des données fiables, à jour, et finalement qu'on s'assure que notre politique, au même titre que nos plans d'action qui en découlent, sont suivis et qui ont les résultats escomptés. Je me permets un petit mot? Oui, on tombe dans le plan d'action interministériel en itinérance. Donc, il y a la politique. Maintenant, on parle du plan d'action. Tout à fait. Alors, j'y vais très rapidement sur notre structure de gouvernance. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a une fameuse table interministérielle qui incluait 23 ministères et organismes gouvernementaux. Concrètement, vous voyez sur le schéma comment ça s'opérationnalise. Alors, on a une instance, la table interministérielle a une instance stratégique où siègent tous les sous-ministres adjoints de l'ensemble de ces ministères et organismes gouvernementaux. En dessous, vous avez un comité de coordination. Donc, ce sont les directeurs provenant de chacun de ces ministères et organismes qui s'assurent de l'implantation du plan d'action interministériel et qui ont, bien sûr, aussi collaboré étroitement à son élaboration. Vous voyez une petite patte à droite qui est notre sous-comité de suivi et d'évaluation. Alors, il faut s'assurer, bien sûr, de l'implantation des différentes mesures, s'assurer qu'on atteint les objectifs, les cibles qu'on s'est fixées. Donc, c'est un comité de suivi qui est mandaté pour s'assurer de l'implantation du plan et faire les réajustements requis aux besoins. Et dans le bas complètement, vous voyez qu'on a un comité consultatif en itinérance. Donc, c'est un comité composé d'une diversité d'experts, dont notamment les gens du milieu communautaire qui sont avec nous, qui s'assurent justement que les mesures s'implantent adéquatement sur le terrain, nous alimentent quant à des phénomènes émergents qu'on peut observer, et puis qui s'assurent justement d'être en lien avec à la fois l'instance stratégique et tactique pour s'assurer qu'au besoin, qu'il y ait des ajustements qui soient apportés et s'assurer aussi d'alimenter les différents ministères et organismes sur les mesures prioritaires à mettre en place. Juste une petite chose rapidement, il y a une petite patte dont je ne vous ai pas parlé, qui est à votre droite, qui est le comité de travail sur les rôles et responsabilités. Tout à l'heure, je l'évoquais qu'on a des défis qu'on avait des défis au niveau de la gouvernance qui ont été identifiés là, dans le cadre de la Commission de la santé et des services sociaux. Ces défis sont encore d'actualité. Hein? On a encore certains défis où on voit que les différents partenaires intersectoriels se lancent la balle. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à toi? Puis concrètement, quand on fait ça, bien, les grands perdants, ce sont les personnes en situation d'itinérance. Donc, nécessairement, ça nous appelle, nous, à se dire, on a une
politique nationale en itinérance qui dit que tout le monde a un rôle à jouer. Mais c'est quoi le rôle de chacun? On est imputable de quoi comme ministère? C'est quoi le rôle de l'éducation? C'est quoi le rôle de la Société d'habitation du Québec? C'est quoi le pas de plus que la Société d'habitation du Québec doit faire pour rendre accessibles ces programmes aux personnes en situation d'itinérance? C'est quoi le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, son rôle sur la question de l'itinérance et de la prévention de l'itinérance? Hein, il porte aussi le plan d'aide à la pauvreté, je l'évoquais tout à l'heure. Alors, c'est un comité composé de sous-ministres adjoints qui se penchent sur ces questions-là dans le but d'élaborer un document d'orientation qui va venir nous guider. Ce travail-là, il est d'une très grande sensibilité. Il a le pouvoir de diviser ou le pouvoir de mobiliser. Donc, vous comprenez qu'on est sur une ligne très, très sensible actuellement. On a consulté les villes, on a consulté les groupes communautaires, on a consulté le secteur de l'habitation, on va consulter l'ensemble de nos ministères pour s'assurer d'avoir une vision partagée, mais on va le travailler avec vous parce qu'on est très conscient des défis d'un tel document d'orientation. Si on est trop large, on ne répond pas à l'objectif de préciser les rôles et responsabilités. Et si on est trop spécifique, tout le monde va se mettre dans sa petite case, puis il va agir en fonction du rôle puis des responsabilités qu'on a identifiées, alors qu'on sait très bien que plus souvent qu'autrement, il faut en faire une petite coche de plus, parce qu'il va demeurer des zones grises. Puis si on ne va pas dans ces zones grises-là, je reviens à dire que les grands perdants, ça va être les personnes en situation d'itinérance. Donc, on a une réflexion collective. C'est cette réflexion collective-là qu'on veut faire. C'est ambitieux. On a le porteur de plumes qui est dans la salle. Je n'ose pas l'identifier parce que la pression est déjà assez grande. Mais il faut se donner la chance de prendre le temps, de faire cette réflexion-là, puis de tenter de le faire ce pas de plus ensemble. Et de se donner les moyens pour qu'une fois que chacun connaîtra son rôle, de pouvoir le jouer, évidemment. Ensemble, solidairement. Solidarité. Soyons solidaires ensemble. Yes. Donc, la vision du plan d'action interministériel en itinérance, puis on avait l'idée d'aller peut-être un peu plus loin dans le plan d'action aussi pour vous présenter concrètement ça peut ressembler à quoi le plan d'action interministériel, mais je vois le temps défiler. D'après moi, on n'aura pas le temps, mais on a une période de questions. Donc, le gouvernement du Québec, la vision du plan d'action interministériel doit prévenir les trajectoires qui mènent à une situation d'itinérance et accompagner les personnes qui se trouvent vers la stabilisation de leur situation résidentielle, financière, socio-professionnelle, juridique et ou de santé en tenant compte de leurs besoins, de leur rythme et de leurs aspirations. Donc, on a encore ici une approche globale. Ce que nous, on aime dans ces documents-là, parce que c'est ça qu'on met de l'avant avec les groupes communautaires, c'est ce qu'on défend, donc c'est important que ça soit écrit, et ce l'est, et on en est fiers. Donc, les trois axes du plan d'action interministériel en itinérance, c'est la prévention de l'itinérance, et nous, au réseau, notre mission, c'est de prévenir et réduire l'itinérance au Québec. Donc, on est content aussi qu'il y ait un axe de prévention. Notre grand défi actuellement, c'est de s'assurer qu'il y ait des moyens aussi qui soient donnés au niveau de la prévention, parce que la situation est tellement critique au Québec qu'on est beaucoup dans la réponse à l'urgence, qui est tout à fait normal, mais si on n'a pas de mesures structurantes dans la prévention de l'itinérance, ben on va juste continuer à répondre à l'urgence et la situation ne va faire que s'empirer. Donc, c'est un axe très important qu'il soit là et il faut travailler et continuer de dire que c'est prioritaire. Ensuite, il y a l'axe de l'accompagnement des personnes et l'intersectorialité, ce qu'on fait ici. Donc, c'est les trois axes là, de la politique. Ces axes-là sont divisés en 14 actions structurantes et il y a 31 moyens aussi qui sont définis. Donc, c'est vraiment un plan où il y a des moyens, des leviers présents pour être capable d'agir sur l'itinérance au Québec. Donc, c'est cela. Les principes directeurs, c'est de lutter contre la stigmatisation, donc d'être une société inclusive, de se responsabiliser collectivement. Marie-André l'a bien nommé là, dans la dernière partie qu'elle a présentée. Ensuite, de reconnaître la diversité des visages,
Puis un des enjeux aussi, c'est itinérance visible versus itinérance cachée. Donc, ça fait partie de la diversité des visages, des parcours, puis les réponses. Souvent, les réponses, c'est une personne en situation d'itinérance, une réponse. Donc, les projets mur à mur, c'est pas gagnant. D'accompagner et de soutenir et finalement de renforcer la capacité d'agir des communautés et des individus. Fait qu'on n'ira pas dans les détails ici. Et on a manqué. On a fait perdre. On a manqué Fernand-André. Donc, les conditions de succès à une collaboration comme celle qu'il y a actuellement entre le réseau communautaire et le ministère de la Santé, je vous en ai parlé un peu au début, c'est vraiment d'avoir une vision commune de l'itinérance. Je le redis parce que c'est important. Si on veut se rendre à la même place, il faut avoir l'objectif d'aller à la même place. De savoir c'est quoi les zones de pouvoir de qui, puis de les utiliser, de les respecter, de pas... Ouais, je vais m'arrêter là, je vois le temps passer, excusez, ça m'a stressé. La collaboration, c'est toujours de la négociation. Donc, faut être capable de savoir quand on est prêt à reculer sur quelque chose, ou en tout cas de négocier jusqu'où on peut aller chacun de notre côté. Je vous en ai parlé aussi, le respect mutuel des missions de chacun. Le lien de confiance qu'on crée, puis ça, ben, ça se crée dans du formel et de l'informel aussi. Au Québec, on a des statutaires avec le ministère aux 3 semaines où on prend le temps de s'asseoir et de discuter de c'est quoi les enjeux actuels. On est où? Et c'est des rencontres qui sont très nourrissantes, autant d'un côté que de l'autre. Puis on peut y apporter tout ce qu'on veut. Donc, on n'est pas, c'est pas des rencontres qui sont là comme pour dire qu'on s'est rencontrés. Là, il y a du contenu. c'est le fun pour ça. Puis ce qui est le fun aussi dans ces rencontres-là, c'est que c'est pas la direction de la DSDI et la direction du réseau Solidarité Itinérance qui se rencontrent. Ce sont les équipes. Donc, au-delà de, on fait ce processus-là, ben les gens se rencontrent. On crée du lien. Puis à long terme, c'est payant pour les collaborations, pour l'écoute, pour le respect aussi, puis la compréhension de c'est quoi la mission. Parce que nous, au réseau, souvent, on va être dans la revendication, dans la mobilisation. On va faire monter les enjeux des groupes communautaires. Fait que si les gens au ministère nous connaissent pas puis respectent pas ce côté-là, ben ils vont se dire, voyons, tu sais, on vient de se parler d'un sujet, puis là, ben ils vont revendiquer dans la rue, puis mais oui, on le fait, puis c'est correct. Ça fait partie de notre mission versus la leur. Donc, on travaille ensemble avec ce respect mutuel-là, qui est très gagnant là, dans notre travail. Tout à fait. Je seconde. Moi, je suis arrivée au ministère il y a 15 ans, puis il y avait très peu de contact entre les regroupements puis nous. C'était touché par les regroupements, c'était des groupes de pression qui faisaient des revendications. Puis à travers le temps, on a appris à se connaître. Puis on s'est rendu compte que de travailler ensemble, bien, ça nous permettait d'aller pas mal plus loin. Puis de reconnaître le rôle central, incontournable du milieu communautaire en itinérance, pour moi, ça allait de soi. Je viens du milieu communautaire, plusieurs membres de mon équipe viennent aussi du milieu communautaire. On sait ce que c'est, puis on sait l'apport majeur que le communautaire peut jouer en itinérance. Donc pour nous, c'est incontournable de faire de ce milieu-là nos alliés. Puis comme le disait tout à l'heure Marie-Michel, en respectant leur rôle, puis en ayant tout l'espace pour normer les défis qu'ils constatent. Puis en même temps, et je pense que quand ils nous parlent, je fais des blagues, je te fais un petit clin d'œil, Julie, mais ils n'ont pas nécessairement l'impression de parler au gouvernement. On se parle entre nous, s'ils ont des enjeux, ils nous les nomment, mais ils savent qu'on n'a pas les réponses à tout, malheureusement, bien qu'on aimerait avoir une réponse à tout. On peut être des alliés pour ouvrir certaines portes, ceci dit, puis regarder ensemble comment on peut se mettre en mode solution. Puis je pense que c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup de ce lien-là, c'est qu'on est en mode solution, puis on regarde comment on peut faire mieux ensemble. Voilà. Merci. Parfait, merci. Donc là, on va commencer des questions. Juste levez votre main si vous avez une question et on va vous apporter un microphone. If you have questions in English, you can ask them in English. We'll translate and answer in French. Des questions? Yeah. Il y en a une, ouais.
Testing 1, 2. Merci à tous pour vos présentations. Speak. Oui. Ça marche plus? Là, ça va. Là, ça va. Parfait. Désolé, français, c'est ma deuxième langue, alors je vais essayer. Je m'appelle Carter, je suis étudiant en matrice en sociologie à Carleton. Et pour mon thèse, je vais étudier comment les définitions déterminent les formes, les solutions pour l'itinérance. Et j'adore la définition par le gouvernement du Québec. Je pense que c'est une définition très, très importante pour reconnaître la complexité de leurs problèmes et des choses comme ça. J'ai juste une question par le développement de la définition et comment est-ce que les personnes qui, like individuals experiencing homelessness, sont consultées dans la définition et dans le développement de la définition, ou est-ce que c'est plus juste entre les organismes et le gouvernement? En fait, au niveau de la définition, on a mis en place un comité d'experts et il y avait des gens qui avaient un vécu expérientiel qui ont pu se positionner sur cette définition-là. Mais ça demeure quand même une question très importante, je trouve, que vous soulevez parce que, puis on l'a constaté dans le dénombrement, puis on le constate aussi dans nos différents échanges, c'est pas tout le monde qu'on qualifie ou qu'on identifie comme une personne en situation d'itinérance, qui est inclus donc dans notre définition, qui se considère elle-même comme en situation d'itinérance. Je pense aux jeunes, Premières Nations Inuit, je pense aux femmes victimes de violences. Donc, on a quand même une large réflexion à savoir si, même si certaines personnes ne s'identifiaient pas comme en situation d'itinérance, si on souhaitait, nous, au Québec, s'assurer d'avoir une vision large donc sur la question. Alors, je dirais que même, donner l'exemple, même auprès des organismes pour femmes puis des personnes qui ont vécu la violence, ça ne fait pas l'unanimité, cette question-là. Certains apprécient qu'on les inclue dans notre définition, d'autres non. Mais c'est le choix qu'on a fait comme tel, mais effectivement, ils ont été pris en considération là, dans le processus. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions? Oui, il y en a une ici. Ouais. Bonjour tout le monde. Petite question de mon côté. On a remarqué dans les dernières années une augmentation de demandeurs d'asile en situation d'itinérance. Quelle est la réponse des 3 paliers pour venir en aide à ces personnes-là? Je comprends que ça m'y... Je vais utiliser mon ricochet. C'est un beau défi, je ne vous cacherai pas, cette question des demandeurs d'asile. On en parlait, je pense, Julie et moi, notamment récemment, dans le cadre du dénombrement en 2008, on se disait les demandeurs d'asile, les organisations, j'ai dit quoi? 18, oui, ça fait pas si longtemps que ça, effectivement. Donc, on avait fait le choix au Québec de ne pas inclure les demandeurs d'asile parce qu'on se disait, il y a le programme PRIDA qui s'assure justement que ces personnes, à terme, vont pouvoir accéder à un logement. Le constat aujourd'hui, et puis je pense qu'il y a beaucoup de sorties médiatiques récentes, même dans les derniers jours, le constat est qu'il y a beaucoup de personnes, justement, demandeurs d'asile, qui se retrouvent dans le milieu de l'itinérance. On a eu des discussions de notre côté avec le ministère de l'Immigration, avec également les gens du programme PRIDA, pour voir comment on pouvait davantage agir efficacement en amont pour s'assurer d'éviter de se retrouver dans une telle situation. Et en toute transparence, les discussions doivent se poursuivre parce que le constat est tel que, effectivement, la réalité est bien présente dans les refuges et la situation est particulièrement préoccupante, j'ai envie de vous dire, à Montréal, selon les échos qu'on en a. Donc, c'est quelque chose qu'on continue de documenter et les échanges vont se poursuivre. Puis, je ne ferme pas la porte parce que tout à l'heure, Marie-Michel évoquait qu'on planifie des rencontres, parfois avec le milieu de l'itinérance et différents ministères et organismes. Et je trouve que d'asseoir des gens qui vivent la réalité concrètement, les impacts réels au sein de leurs ressources, de certaines réalités, dont notamment celles que vous venez d'évoquer, ça parle
Et c'est beaucoup plus parfois c'est complémentaire, je dirais, aux propos que peuvent tenir un partenaire interministériel. Donc, on pourrait explorer, là, je ne ferme pas la porte à ce qu'on regarde, à tenir une rencontre là, dans un avenir approché pour que le ministère de l'Immigration puisse avoir un portrait qui lui est partagé directement par les groupes sur cette question-là. Voilà. Super, merci. Oui, bonjour. Vous avez mentionné que les villes occupent une grande place quand même sur la question de l'itinérance. Comment les municipalités s'insèrent dans cette politique nationale? Comment on s'assure que leurs réalités sont bien prises en compte? Parce qu'on le sait, là, on l'a entendu beaucoup, notamment au cours de la dernière année, notamment à Granby, on doit gérer la question de l'itinérance avec les ressources à l'interne. Donc, comment on s'assure que les municipalités sont partie prenante, en fait, de la mise en place et du déploiement de cette politique et de son plan d'action? Bien là, je ne sais pas qu'est-ce qui est public, mais vous savez que récemment, on a discuté d'un pacte fiscal avec les municipalités. Donc, il y a des discussions en cours qui ont été tenues dans les dernières semaines, derniers mois, pour s'assurer que les municipalités, à l'échelle nationale, aient une voix plus directe pour être contributifs justement au niveau des orientations en itinérance, qui puissent nous alimenter sur leur réalité justement vécue sur le terrain et qu'on puisse réfléchir ensemble avec eux la mise en place de solutions qui sont porteuses. Ça, c'est à l'échelle nationale. Je ne peux pas trop m'avancer sur les modalités, mais vous aurez des nouvelles sous peu. Il y a peut-être une petite case qui va s'ajouter à notre photo là, que je vous ai présentée tout à l'heure d'organigramme. Mais sinon, bien, les villes sont nécessairement impliquées sur les différentes instances régionales. Il y a des comités directeurs, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, les villes sont invitées à venir s'asseoir autour de la table pour être des acteurs de changement avec la collaboration du réseau de la santé et des services sociaux. Vous le savez, comme je l'évoquais tout à l'heure, ce sont les CIS, les CIUS qui coordonnent ces comités-là, mais ils ne peuvent pas agir seuls. Et je pourrais donner de multiples exemples entourant la cohabitation sociale, notamment la question de la disponibilité des locaux et plusieurs autres exemples qui témoignent en fait d'une collaboration incontournable avec les villes. On est très conscient que vous êtes les premiers, souvent répondants auprès des citoyens et citoyennes et que la pression, elle est très forte. Et je vous avoue, je tiens à souligner, on a été présents au sommet des municipalités et on apprécie beaucoup ce mouvement-là et cette réflexion-là qui a cours actuellement autour de la question de l'itinérance. J'avoue, pour avoir été là encore, j'étais là il y a 15 ans autour de la question de l'itinérance, j'étais particulièrement émue de voir ce mouvement se faire au cours des dernières semaines. Super, merci. J'ai vu une autre personne lever la main. Oui. Bonjour, merci pour les présentations. Je m'aperçois que tous ces documents-là, c'est 2014-2015. Ça fait une vie quasiment, là, surtout en fonction de ce qu'a mentionné Emmanuel les 3 dernières années. 2 questions par rapport à ça. Quels sont les résultats de tous ces efforts-là, 2014-2015, aujourd'hui? Et comment est-ce que vous prévoyez de les évoluer en fonction justement des défis qu'on mène, qui sont menés actuellement, avec tout ce qu'on a été mentionné plus tôt? En fait, on n'a peut-être pas insisté suffisamment sur le dernier document, mais le plan d'action interministériel qui est en cours porte sur les années 2021-2026. Donc, le plan d'action est récent et il nous permet de mettre en œuvre une diversité de mesures dans les différentes régions du Québec. Lorsqu'on a élaboré ce plan d'action-là, vous vous en doutez, on était en pleine pandémie de COVID. On n'avait pas de chiffres à jour sur l'ampleur de la crise, mais ce qu'on savait, ceci dit, c'est qu'il y avait une hausse marquée du phénomène de l'itinérance. On a convenu avec les différents partenaires, les différents acteurs, qu'on ne ferait pas un plan d'action COVID. On voulait se donner une vision sur du moyen terme, puis de regarder ensemble, ce serait quoi les mesures les plus porteuses pour prévenir et réduire l'itinérance. Donc, on s'est donné 31 mesures à réaliser qui demeurent encore aujourd'hui d'actualité. Donc, les moyens qu'on s'est donnés d'agir sur la question du logement, d'agir sur la question du revenu, d'agir également pour faciliter un meilleur accès aux soins de santé et aux services sociaux, d'agir sur les enjeux de cohabitation sociale, d'agir aussi sur les transitions, puis le dénombrement nous l'ont démontré, d'agir sur la transition à l'âge adulte pour les jeunes dans les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté,
d'agir sur la transition dans les établissements carcéraux. Donc, je vous dirais que les résultats du dénombrement qu'on a tenu en 2022 viennent encore là nous rassurer quant au fait que le plan d'action qu'on a lancé en 2021 demeure encore pertinent et demeure à jour. Ceci dit, l'ampleur du phénomène démontre l'importance d'ajouter des leviers financiers pour justement avoir la capacité de répondre aux besoins grandissants. Et évidemment, ce volet-là appartient aux instances politiques de regarder les leviers disponibles. Vous vous en doutez, moi je suis au niveau administratif, donc je ne me positionnerai pas sur ces questions-là. Mais la mise à jour économique, évidemment, est venue annoncer là, des leviers supplémentaires, comme vous le savez. Moi, j'ajouterais que nous, au réseau Solidarité Itinérance, on est en train d'organiser les 4e États généraux sur l'itinérance au Québec. Et notre angle d'attaque, c'est les 10 ans de la politique nationale. On est rendu où 10 ans plus tard? Donc, on va construire l'événement avec nos partenaires qu'on va inviter aussi à venir participer à faire ce bilan-là. On ne le fera pas juste entre nous, mais justement pour avoir après du concret, un état de situation qui va nous aider à peut-être se dire est-ce qu'il faut faire une mise à jour, est-ce qu'il faut continuer sur le chemin où on est, mais c'est l'objectif là, des 4e États généraux qui s'en viennent. Je me permettrais peut-être un ajout. Tantôt, on présentait qu'il y avait eu un pas de plus, 3 pas de plus, puis qu'au mois d'août dernier, dans le fond, on a fait une espèce de mesure, justement, en se disant, bien, ces 3 principes-là, on a eu des gains, mais ce qu'il reste à faire aussi, puis je pense qu'on présentait bien, ça se veut dans l'esprit aussi des plans qui sont existants. Pour nous, ou du moins pour les membres du mouvement puis les organismes qui ont participé à ces visions-là, l'idée, c'est de justement voir où ça bloque, où on peut continuer à évoluer. Donc, c'est une forme de mesure. On a aussi, bon, les tableaux de bord, etc., mais je pense qu'on a le défi, effectivement, d'être agile dans nos mises à jour. Merci. D'autres questions? Cool. Bien, ça conclut notre session et un autre merci aux présentateurs aussi pour le travail, la présentation. Merci.